Aujourd'hui, on reçoit Lise Méran, qui est ergothérapeute au programme pédiatrique de l'hôpital juif de réadaptation du CIS de Laval et clinicienne chercheur, membre du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, autrement connu comme le CRIR. Ce midi, elle vient nous présenter le projet pilote du programme d'engagement des parents PEP en pédiatrie. Donc, Madame Méran, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans le fond, merci de votre présence à distance. Alors, je suis très heureuse de vous présenter ce beau projet de recherche qui a été rendu possible grâce à la collaboration de nos parents partenaires, Madame Nadeau et Monsieur Derrida, ainsi que deux chercheurs, Dr Mazer, Dr Keaya, ainsi que Laura Salvo, la chef de programme pédiatrique ici à AJR. Alors, dans le fond, le beau projet de recherche a pris son origine suite à une réflexion d'équipe qui a été amorcée en juin 2017 sur l'accompagnement et la mobilisation des parents. Alors, nous étions dans un contexte de diminution de taux de participation des parents aux ateliers proposés et on commençait à avoir de plus en plus de parents passifs en thérapie étant absorbés là, sur leur cellulaire. Alors, toute l'équipe était consciente là, de l'importance d'établir un partenariat avec les parents, considérés comme les experts de leur enfant. Donc, vu le contexte de réduction d'intensité des suivis, le parent devient alors le premier agent multiplicateur permettant de bonifier l'effet des thérapies. Alors, dans la pratique, il y a deux constats qui émergent. Premièrement, une difficulté de la part des thérapeutes à s'ajuster au vécu des parents. Alors, vécu des parents pouvait être en surcharge parentale, vivant du stress dû à divers facteurs ou étant en phase de deuil en lien avec les difficultés de leur enfant. Deuxièmement, la difficulté des parents à s'approprier leur rôle de vecteur de changement au quotidien afin de mettre en application les stratégies proposées en réadaptation. Les objectifs généraux de notre projet de recherche, alors identifier les moyens les plus efficients pour mobiliser les parents et les accompagner dans l'appropriation de stratégies concrètes applicables dans leur quotidien. Élaborer une offre de service qui tienne compte des facteurs favorables à la mobilisation précoce des parents, respectueuse de leur réalité et de celle des cliniciens aussi. Finalement, déterminer les changements sur les connaissances, les aptitudes, les comportements des cliniciennes qui ont reçu la formation du PEP et l'ont appliqué en thérapie. Alors, voici le plan de recherche. Le volet 1 comporte 3 phases et je ferai un bref survol de ces trois phases pendant la présentation. Le volet 2 à la phase 4A, comporte 2 étapes, soit la sélection des outils de mesure qui a été faite à l'origine par les étudiants de McGill et l'évaluation des connaissances, attitudes et comportements des cliniciennes. Alors, je vous donnerai des résultats de la phase 4A. Ultimement, on devra évaluer l'impact sur les parents. Alors, un examen de la portée a été effectué pour saisir l'étendue et la profondeur de la littérature concernant les obstacles et les facilitateurs en ce qui a trait aux connaissances sur la mobilisation des parents dans leur participation en réadaptation. Ensuite, une importance a été mise là, sur le point de vue des cliniciennes et des parents à aller chercher pour avoir une bonne lecture là, de la situation. Depuis plus de 20 ans, vous voyez qu'il y a des sujets là, qui ont été abordés en lien avec la mobilisation des parents, dont les approches centrées sur la famille, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Alors, pour ce faire, nous avons proposé des groupes focalisés et des entrevues individuelles. Alors, parmi le groupe des cliniciennes, il y a eu une sélection pour s'assurer d'avoir une variété en termes de profession, du nombre d'années d'expérience en pédiatrie et des diverses clientèles là, suivies, couvrant tous les sous-programmes ici à AJR, soit en déficience langagière ou en déficience motrice. Alors, les groupes de cliniciennes, les entrevues de parents et les entrevues
de groupes de parents ont été animés par un parent partenaire et ou l'assistante de recherche. Donc, ces rencontres-là ont été enregistrées et par la suite, tout le verbatim a été retranscrit. Avec le contenu des groupes focalisés, nous avons misé sur des questions portant sur le processus de réadaptation, soit le début, le suivi et le congé, et les sujets abordés tenaient compte du vécu, des connaissances et de la logistique. Évidemment, les questions étaient autant pour les parents que pour les cliniciennes. Donc, quand je parle de vécu, connaissances, logistique, ça s'applique autant aux cliniciennes qu'aux parents. Par la suite, je vais vous donner quelques petites questions qui faisaient partie du contenu, désolée. Alors, selon vous, de quelle façon le partenariat parent-clinicien pourrait-il être amélioré? Selon vous, quelle est la meilleure façon de transmettre des informations aux parents? Finalement, de quelle façon la considération de votre réalité pourrait-elle être améliorée? Suite aux rencontres, il y a eu un sondage de remis à tous les participants, tant parents que cliniciennes, pour émettre certains commentaires en lien avec la mobilisation des parents et avec une échelle là, pour établir un degré de priorisation là, des thèmes. Le 1 étant très faible priorité et le 5 étant très prioritaire. Je vous donne quelques exemples de commentaires. Votre rôle de parent dans le processus de réadaptation. Alors, ça a été jugé très prioritaire à 100% par les parents cliniciennes et à 66% par les parents. Le partage d'informations avec les parents tout au long du processus a été jugé très prioritaire à 88% par les parents et à 80% par les cliniciennes. Alors, voici les différentes étapes là, de la phase 3. Premièrement, il y a eu validation de l'offre de services et des indicateurs d'évaluation du projet pilote. Nous avons fait une triangulation des informations recueillies à la phase 1 et 2. Nous avons validé avec les parents partenaires là, pour établir l'offre de services. On a mis en application le projet pilote avec des cliniciennes et des parents auprès d'une clientèle en déficience physique. Finalement, nous avons fait une évaluation du projet pilote en vue de l'implantation auprès des autres cliniciennes du programme pédiatrique. Alors, dans le processus d'évaluation, nous avons élaboré un sondage qui était fait en fonction des commentaires recueillis lors des groupes focalisés et des entrevues individuelles. Puis, nous avons fait passer le sondage en début de suivi, puis à la fin du suivi. Alors, les résultats étaient quand même très concluants. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, le contenu de notre programme comporte des ateliers de formation obligatoires en groupe et ou en individuel, animés par moi-même en 3 temps, soit initialement, à mi-temps et en fin de bloc d'intervention. Des rencontres individuelles étaient aussi offertes aux besoins pour ajuster l'utilisation des outils et ou discuter des obstacles rencontrés par les cliniciennes pendant la période d'intervention. Les ateliers comportent des notions sur la théorie de Phoenix, dont je vous parlerai tantôt, qui est une approche centrée sur la famille. Il y a également des notions de mobilisation des parents, le contenu et l'utilisation des outils de mobilisation qui ont été mis sur pied, qui sont le guide de pratique, qui a été élaboré toujours à partir des commentaires des parents et des cliniciennes et qui présente là, les mandats de la réadaptation, c'est-à-dire outiller les parents et l'enfant pour être capable de réaliser ces tâches quotidiennes dans tous ces milieux et également de viser l'intégration sociale ultime là, de l'enfant dans tous ces milieux. Par la suite, on a présenté aussi un journal de bord qui propose 1 ou 2 activités ou stratégies ou activités aux parents, qui est rempli avec le parent, bien sûr, auquel on a joint des questions super importantes pour s'assurer
de la bonne marche là, des suggestions qui sont faites aux parents pour la maison. Alors, je vais vous lire ces questions. Avez-vous essayé les suggestions à la maison? Alors, si oui, avez-vous éprouvé des difficultés? Si le parent a éprouvé des difficultés, il est en mesure de pouvoir identifier pour quelles raisons, soit la gestion familiale, un enfant non intéressé ou une difficulté à intégrer les suggestions dans la routine quotidienne. Si à la question « Avez-vous essayé les suggestions à la maison ?» le parent répondait non, encore là, on allait voir pour quelles raisons le parent n'a pas pu mettre en place là, les stratégies. Alors, on vient encore avec des raisons comme un enfant non collaborant, manque de temps dans la routine ou encore un oubli de la part du parent. Donc, ceci constitue le contenu de l'atelier initial pour les cliniciennes avant qu'ils mettent en application là, notre programme d'engagement des parents. Pour les rencontres subséquentes, il y a eu discussion sur les facilitateurs et obstacles qui ont été rencontrés par les cliniciennes ainsi que les impacts qu'elles ont pu observer là, sur le suivi. Également, j'ai recueilli les commentaires là, pour pouvoir ajuster l'intervention. Maintenant, je vais vous parler de la théorie de Phoenix très, très brièvement. Alors, l'auteur Phoenix propose un modèle où le processus de réadaptation est illustré par un ensemble d'engrenages qui sont interreliés. Alors, il y a des facteurs qui affectent le processus des engrenages, tout le bon fonctionnement des engrenages, qui sont la motivation, les attentes, les ressources tant humaines que matérielles ou financières, la communication et le timing. Donc, ces facteurs-là sont considérés à certains moments soit comme de l'huile qui permet un bon roulement des engrenages ou comme un grain dans l'engrenage qui vient comme limiter l'efficacité du processus de réadaptation. Alors, ce que vous voyez à l'écran, que ce soit vécu, habileté, relation parents-thérapeutes, les connaissances, tout ça, ça s'applique aux parents et aux cliniciennes. Et les facilitateurs, les obstacles, dans le fond, sont inhérents à l'enfant, aux parents, aux cliniciennes ou aux facteurs organisationnels. Désolée. Alors, voici l'utilisation des outils. Donc, il y a discussion avec les parents sur les rôles de chacun. Ensuite, la clinicienne valide la disponibilité des parents. Par la suite, on utilise le journal de bord, on établit le contenu, la fréquence, avec qui, à quel moment de la journée et la durée de l'activité, si c'est un exercice ou une activité. Tout cela se fait selon la réalité quotidienne de la famille. À la rencontre ultérieure, il y a un retour qui est fait sur les suggestions ou les stratégies qui ont été proposées aux parents. Puis, on ajuste, dans le fond, selon les commentaires de ceux-ci, le contenu du journal de bord pour une poursuite aux rencontres ultérieures. Alors, l'évaluation du projet pilote, dans le fond, c'est fait grâce à la participation de 9 cliniciennes, ergo, orthophonistes, travailleuses sociales, éducatrices spécialisées. Puis, les modifications et améliorations des ateliers de formation PEP et des outils de mobilisation ont été faites grâce à leurs commentaires, tant commentaires des cliniciennes que des parents. Donc, j'ai peut-être oublié de mentionner qu'on avait 12 parents qui ont participé là, à notre projet pilote là, de la phase 3. Alors, les résultats étaient très encourageants. Dans le fond, le sondage qui était fait en début de suivi, puis à la fin du suivi, version parents et clinicienne, permettait d'évaluer la pertinence des outils de mobilisation quant à la qualité de la communication clinicien-parent sur les rôles de chacun et également quant aux suggestions proposées via le journal de bord. Les résultats de sondage ont donné aussi des commentaires, autant de la part des parents que des cliniciennes, comme quoi les outils étaient très appréciés, autant par l'un que par l'autre, parce qu'ils facilitent grandement l'échange, la communication. Ça assure aussi une place aux parents pour exprimer ses opinions, ses commentaires, ses suggestions également.
Ça cible bien la priorité des parents pour assurer des objectifs qui soient pertinents, répondant à leurs attentes, ancrés dans leur quotidien. Ça permet une grande ouverture, une écoute de la part des intervenantes pour s'ajuster aux besoins exprimés par les parents. Le journal de bord, lui, donne des exemples très concrets. Les explications données sont claires, facilitent aussi la reprise des suggestions par les parents à la maison. Les parents ont également mentionné que l'utilisation du journal de bord est encourageant pour eux quant à l'évolution qu'ils observent chez leur enfant. Nous sommes rendus à la phase 4A, donc ce tableau vous expose le déroulement de cette phase pour déterminer l'impact du PEP sur les cliniciennes. Évidemment, vous voyez là l'impact de la pandémie sur la poursuite de notre beau projet. Donc, il y a eu également impact sur le projet des étudiants de maîtrise en ergothérapie qui, initialement, devaient se charger de la phase 4A. Donc, ils ont dû faire un changement de dernière minute et ont mis sur pied un site web très élaboré sur les approches centrées sur la famille. Je vous en reparlerai à la fin un petit mot. Alors, la sélection des thérapeutes pour les groupes A et B a été faite de façon aléatoire par les étudiants de maîtrise de McGill. Le choix et l'élaboration de questionnaires a également été fait par les étudiants. Donc, on retrouve un questionnaire démographique maison, le MPA qui est un questionnaire standardisé qui évalue les comportements, le MBP-FCS qui évalue les croyances et attitudes des cliniciennes. Un questionnaire maison également qui a été fait par les étudiants sur les connaissances des thérapeutes. À tout ça, on a ajouté le même sondage de fin d'intervention qui avait été utilisé pour la phase du projet pilote, la phase 3. Donc, tous ces questionnaires ont été remplis par les cliniciennes des groupes A et B à 3 temps, soit le temps 0, 1 et le temps 2 également. Voici un exemple de données démographiques là, sur les groupes A et B. Donc, au groupe A, on voit une variété d'intervenants, surtout ergothérapeutes, orthophonistes et la nutritionniste de notre équipe, avec une moyenne d'expérience en pédiatrie de 12,4 années. Pour le groupe B, on voit la présence de physiothérapeutes et d'une éducatrice spécialisée avec une moyenne d'expérience en pédiatrie de 10 ans et 6,6 années. Pardon. Alors, à noter que 94% de ces cliniciennes ont eu accès à du mentorat ou à de la supervision. Il y a également 31% des cliniciennes qui ont déjà reçu de la formation sur les approches centrées sur la famille. Donc, plusieurs de ces cliniciennes-là ont également animé des ateliers de parents depuis l'hiver 2006. Donc, il y avait quand même une forte expérience là avec les parents parmi là, les cliniciennes des deux groupes. Les auteurs du questionnaire MPOC-SP, dans le fond, soulignent que la maturité clinique est un aspect important dans le confort des cliniciens à offrir des services centrés sur la famille, puisque cette approche qui requiert de la flexibilité et des aptitudes interpersonnelles peut prendre plus de temps à développer qu'une offre de service qui est centrée sur des aspects plus techniques. Alors, dans le fond, voici les résultats au questionnaire standardisé. Les résultats à ces questionnaires, dans le fond, plus ils sont élevés, plus ils reflètent les meilleurs comportements ou attitudes des cliniciennes en lien avec des services axés sur la famille. Alors, des sous-échelles ont été établies et ainsi qu'une moyenne pour chacune des sous-échelles. Alors, pour chacune des sous-échelles, je vais vous donner un exemple de question. Les diapos qui suivent, dans le fond, indiquent les résultats des deux groupes A et B, se situant pour la plupart dans la moyenne établie là, par les auteurs. Puis dans l'ensemble, vous verrez qu'une légère hausse entre les temps 0 et le temps 2, et vous verrez que les écarts plus significatifs ont été identifiés par un astérix. Alors ici, c'est le MPOC-SP.
qui comporte, dans le fond, 27 questions divisées en 4 sous-échelles. La cotation se fait de 7 dans une très grande mesure à 1, pas du tout, 0, sans objet. Alors ici, pour la sous-échelle démontrer de la sensibilité interpersonnelle, la moyenne a été établie à 5,07. Et un exemple de question, voici, au cours de la dernière année, dans quelle mesure avez-vous aidé les parents à se sentir compétents dans leur rôle de parents? Sous-échelle, traiter les personnes avec respect. La moyenne est établie à 5,83. Au cours de la dernière année, dans quelle mesure avez-vous fait confiance aux parents en tant qu'experts en ce qui concerne leur enfant? Communiquer de l'information spécifique sur l'enfant. La moyenne est établie à 5,5. Au cours de la dernière année, dans quelle mesure avez-vous fourni aux parents des renseignements écrits sur l'état, le progrès ou le traitement de leur enfant? Donner de l'information générale, moyenne établie à 4,68. Au cours de la dernière année, dans quelle mesure avez-vous ou votre organisation a-t-elle fourni des conseils sur la façon d'obtenir des renseignements ou de contacter d'autres parents? Selon les auteurs du MPOC-SP, c'est habituellement cette sous-échelle qui présente la moyenne la plus basse. Et ça, c'est une tendance qui observe là, depuis 1994 et c'était la même chose en 2000 également. Nous passons maintenant au MBP-FCS, qui a un total de 28 questions réparties en 5 sous-échelles. La cotation est de 7 accords total à 1 désaccord total. La moyenne est de 5,73. Alors, voici un exemple de question. À mon avis, une approche à la prestation de services axée sur la famille sera plus profitable aux enfants qu'une approche traditionnelle. Sentiment d'efficacité personnelle à implanter une telle approche. La moyenne est de 5,96. À mon avis, j'ai les compétences et les connaissances requises pour participer à une approche de service axée sur la famille. Les principes du service axé sur la famille. Alors, la moyenne est établie à 6,01. À mon avis, les parents doivent toujours avoir la responsabilité ultime de prendre les décisions au sujet des services de réadaptation de leur enfant. Faisabilité pratique de l'implantation d'un tel service, la moyenne établie à 3,77. À mon avis, le fait que les parents ignorent ce qu'on attend d'eux, selon les principes de service axé sur la famille toujours, aura un impact négatif sur la prestation optimale des services offerts à la famille. Absence d'effets négatifs inhérents à une telle approche. Alors, dans le fond, ici, on a toujours la même cotation, 7 accords total et 1 désaccord total. Je vous le renomme parce que vous verrez un petit peu là, ce qui peut expliquer là, les résultats que vous voyez à l'écran. Alors, les auteurs établissent la moyenne à 5,35. Voici l'exemple de question. À mon avis, un service axé sur la famille signifie que les fournisseurs vont sacrifier leur intégrité professionnelle. Alors, on serait peut-être tenté de croire que l'interprétation de cette sous-échelle pourrait être inversée. Alors, ici, je vais vous parler des résultats qualitatifs. Donc, tous les commentaires des cliniciennes, tant lors du projet pilote que dans les groupes A et B, ont été recueillis lors de tous les ateliers initialement faits et en cours de parcours également. Et
les commentaires ont été classés par la suite par thème et la proportion de commentaires pour chacun des thèmes a ensuite été illustrée là, par les graphiques que vous voyez à l'écran. C'est également le cas pour la prochaine diapositive. Donc, c'est toujours une proportion de commentaires concernant les différents thèmes. Donc, je vous donne des exemples de commentaires pour les facilitateurs dans la section logistique clinicienne. Alors, un des facilitateurs étant de prévoir du temps en thérapie pour impliquer le parent et discuter avec lui. Un autre facilitateur maintenant au niveau de la relation thérapeutique, qui est d'établir un bon lien avec le parent en adoptant un langage commun, en valorisant les observations des parents et en tenant compte de leur culture. Dernier exemple de commentaire de facilitateur maintenant au niveau des habiletés des parents. Alors, les parents qui participent activement en thérapie constituent là un facilitateur. Maintenant, pour les obstacles, si on regarde au niveau toujours des commentaires des cliniciennes concernant leur propre logistique, alors un exemple d'obstacle, le manque de temps pendant les thérapies ou pendant le suivi, car le suivi souvent peut être fait plus de courte durée ou se fait à une fréquence moindre, comme des suivis mensuels ou 2 mois. Donc, ceci constitue là, un obstacle à pouvoir avoir un bon suivi là, des stratégies qui sont proposées là, aux parents à la maison. Autre obstacle qui concerne les habiletés des parents, ça se situait surtout les commentaires au niveau de la barrière linguistique qui influence la compréhension des parents et également leur participation là, lors du suivi. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à Laval, on a quand même un fort taux de familles allophones, un taux élevé d'immigration qui fait en sorte que c'est non négligeable là, d'assurer là, une communication fluide là, avec les parents d'autres cultures. Alors, si on regarde finalement au niveau du vécu des parents, qui représente quand même une bonne proportion, les commentaires allaient plutôt dans le sens de faire face à des parents qui sont soit défensifs, des parents qui sont en phase de déni quant aux difficultés de leur enfant, soit des parents qui sont malades ou encore qui sont épuisés malgré leur belle motivation. Alors, toujours les proportions des commentaires des cliniciennes quant aux impacts des outils sur le suivi. Alors, on retrouve pratiquement les mêmes thèmes. Alors, évidemment, on retrouve une plus grande proportion de commentaires sur la relation thérapeutique, alors que l'impact de nos outils se retrouve plus à ce niveau-là, mais également sur les habiletés des parents. Alors, je vous donne des exemples d'impact. Alors, pour le guide de pratique, ce qui est souligné, c'est que cet outil-là aide les cliniciens et les parents à être plus réalistes quant à l'implication de chacun dans la réadaptation. Également, les parents se sentent plus à l'aise de poser des questions parce que ça fait partie d'un de leurs rôles. Alors, lorsque les rôles sont discutés, bien, ça semble diminuer l'anxiété des parents au moment où il y a des pauses ou des arrêts là, dans le suivi. Quant au journal de bord, lui, il ouvre bien le dialogue avec le parent quant à sa disponibilité, quant à son contexte familial également. Il permet de s'ajuster aux parents de la part des thérapeutes en validant leur disponibilité, leur compréhension et en dosant aussi les suggestions. Je l'ai mentionné tantôt, c'est soit 1 ou 2 suggestions qui étaient faites via le journal de bord. Alors, dans le fond, les cliniciennes qui n'ont pas pu participer au projet de recherche ont demandé à être formées avec les ateliers du PEP. Donc, depuis l'été 2021, nous offrons là, aux autres cliniciennes du programme là, cette formation-là. Il y a également
les éducatrices spécialisées qui se sont rendues compte que ce programme-là pouvait être aussi applicable là, pour les interventions qui sont faites avec les milieux de garde. Alors, vous trouvez ici les retombées anticipées, évidemment le partenariat clinicien-parent, puis de favoriser aussi là, la généralisation des stratégies qui sont enseignées aux parents en réadaptation pour promouvoir le transfert de leurs compétences dans leur quotidien. Tout ça dans l'optique d'auto-appropriation, puis d'autodétermination des parents. Alors, on peut optimiser précocement l'efficience de la réadaptation physique en comptant là, sur les parents comme vecteurs de changement. Donc, c'est important aussi de mieux comprendre les perceptions, les difficultés des cliniciens pour offrir le meilleur soutien dans l'optique d'améliorer les services à la clientèle. Alors, la suite de notre beau projet dans un volet 2, phase 4B, dont l'objectif serait de déterminer maintenant l'impact du PEP sur les connaissances, les attitudes, les comportements et l'auto-appropriation des parents ayant un enfant atteint d'un problème de développement. Alors, un petit mot sur le site web qui a été élaboré par les étudiants de maîtrise. Donc, idéalement, le site aurait servi en partie à la formation des intervenantes du groupe B. Malheureusement, c'est un site qui n'est pas sécurisé puis qui ne peut pas être, dans le fond, consulté via le CIS de Laval, mais certaines cliniciennes l'ont quand même consulté. L'objectif de ce site web étant d'améliorer les connaissances et les habiletés des cliniciens en réadaptation pédiatrique pour appliquer une approche centrée sur la famille. Alors, je félicite les 4 étudiants de maîtrise qui ont reçu le premier prix parmi tous les projets de maîtrise qui ont été présentés en 2021. Alors, remerciements à plusieurs personnes, évidemment à toute l'équipe. Moi, je présente aujourd'hui, mais c'est toute l'équipe qui est derrière moi là, pour la présentation là, de ce projet. Merci tout spécial à Mme Laura Salvo, la chef du programme, qui encourage fortement la recherche clinique, toujours dans l'optique d'améliorer les services aux enfants et aux familles. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Mme Meyran, pour cette présentation. On va passer à la période de questions. Je vous rappelle qu'il faut lever la main ou utiliser l'espace de discussion de questions et réponses pour vos questions. Pour ceux qui lèvent la main, c'est moi qui vous donne l'autorisation de parler en activant le micro. Là, vous n'avez pas l'option si vous ne levez pas la main. Donc, je vais laisser le temps aux gens de trouver des questions s'il y en a, mais moi, j'en aurais peut-être une pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus là, de ça a été quoi l'implication des parents partenaires dans le projet? Oui, bien évidemment, c'était une première pour nous dans les projets de recherche ici à JR en pédiatrie et ça a été une expérience vraiment formidable. Merci à M. Doridard et à Mme Nadeau qui ont participé dans toutes les étapes là, du volet 1. Phase 1, 2 et 3, bien, surtout les phases 2 et 3, la revue de littérature ayant été surtout faite par l'assistante de recherche, Mme Yanni. Mais les parents, dans le fond, ont participé avec nous quant aux questions qui ont été posées lors des groupes focalisés ou des entrevues individuelles. Ils ont participé ensuite à la mise en place là, des outils, tant le guide de pratique que le journal de bord. Et ils ont également là, participé à toute la démarche pour monter, là, dans le fond, l'approche d'engagement des parents comportant les ateliers et les outils, là, évidemment. Donc, ils ont eu une participation très active là, dans le processus. Puis, ce sont eux qui ont pu nous guider, dans le fond, sur la façon de présenter les outils, le contenu des outils pour que ça puisse faire du sens avec des parents qui sont pris au quotidien, pas juste avec l'enfant qui consulte en réadaptation, mais aussi toute une famille.
Super, merci. J'ai deux questions là, qui se recoupent un petit peu. Là. On me demande d'un côté si les ateliers PEP seront aussi offerts aux intervenants de d'autres CIS, donc j'imagine l'extérieur au CIS de Laval. Puis j'ai une autre question qui va un peu dans le même sens, c'est est-ce que les intervenants qui veulent mettre en application cette approche pourraient avoir accès à la formation, au guide d'intervention et au journal de bord? Donc, il y a des questions sur la formation. Pour la formation. Bien, évidemment, dans le fond, c'est notre désir qu'il y ait un transfert de connaissances à travers toutes les trajectoires pédiatriques de Laval, du moins. Puis ainsi, bien, on pense que notre projet là, qui a été mis sur pied là, avec notre équipe pourrait devenir un modèle d'offre de services là, pour toutes les ressources, dans le fond, qui offrent des services aux enfants et aux familles. Et dans le fond, la formation, c'est un atelier que moi j'anime. Donc oui, je suis ouverte à pouvoir partager là, le beau contenu là, de cet atelier-là et en offrant toujours aussi comme des rencontres subséquentes parce que ça a l'air bien beau, là, toute la théorie là, qui est présentée, mais de mettre en application, on se rend compte que c'est pas toujours évident. Puis ça a été d'ailleurs un des commentaires des cliniciennes ici, que parfois il y a des facteurs plus organisationnels qui font en sorte que il peut y avoir des petites embûches là, à mettre en place là, un tel programme. Mais moi, j'y crois beaucoup à ce programme-là et je me présente tout à fait disponible pour pouvoir communiquer là, toute cette information-là aux gens qui sont intéressés. Donc, la réponse est peu importe que ce Oui. soit des intervenants du CIS de Laval ou d'un autre CIS ou CIUS, s'ils sont intéressés à avoir la formation, ils ont juste à vous contacter. Me contacter toujours avec l'accord de mes supérieurs immédiats et autres. Ça, c'est sûr. Évidemment, un rayonnement est toujours apprécié là, de la part des instances. Parfait. Donc, on va mettre vos informations là, dans la page dédiée aux conférences scientifiques du CIS de Laval où l'information, le PowerPoint et les vidéos se retrouveront là, dans les prochains jours. On va également mettre l'information pour vous contacter, puis vous pourrez dealer avec vos supérieurs à ce moment-là. Donc, parfait, merci. Il y a d'autres questions. Il y en a qui aimeraient avoir le lien vers le site Internet qui a été présenté. Lui aussi, dans le fond, on pourrait mettre l'information sur la page du site web. Malheureusement, c'est un site, dans le fond, qui n'a pas trouvé d'hébergement sur une plateforme à ce jour. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, mais l'idée serait de pouvoir, du moins, le mettre sur intranet du CIS de Laval pour que tous les cliniciens œuvrant en pédiatrie puissent avoir accès, là, dans le fond, au site Internet qui présente une panoplie d'informations pour combler les connaissances et aussi sur les habiletés là, des cliniciens. Si je retourne un petit peu en arrière, dans le fond, je peux donner le contenu du site. Là, il y a une introduction aux approches axées sur la famille. Il y a une définition du concept de cette approche-là. Il y a des stratégies qui sont présentées pour implanter l'approche. Il y a également des ressources et des outils pour les cliniciens. Il y a une évaluation qui est faite des cliniciens via des vignettes cliniques. Il y a des grilles d'auto-évaluation et également un sondage. Donc, c'est un site Internet qui est très complet, qui peut bien guider les intervenants. Dans le fond, ça devient comme une ressource là, fort précieuse qui complète bien l'information que moi, je donnais là, dans les ateliers là, de formation du PEP. On pourrait en jaser, ça, du site Internet. Mais donc, pour le moment, c'est pas en ligne, c'est ça. J'ai d'autres commentaires. Dans le chat, on dit c'est important que les bénéfices de ce modèle soient connus et intégrés auprès des autres directions concernées pour le bénéfice de la clientèle, effectivement. Aussi, il y a une question à savoir, est-ce qu'il y a une implication de travailleuse sociale dans le projet? Dans le fond, la travailleuse sociale ont participé là, à la fois dans les groupes focalisés, puis il y a une travailleuse sociale qui a participé également dans le projet pilote.
Alors, oui, ils ont été impliqués et c'est sûr et certain que les intervenants plus sociaux ont quand même là, des connaissances à ce niveau-là qui sont quand même très élaborées. Mais ici, on veut quand même mettre l'accent sur le fait que chaque clinicien qui œuvre en pédiatrie, qu'on soit orthophoniste, ergothérapeute, physiothérapeute, nutritionniste, on a tous une part aussi à adresser, dans le fond, les besoins des parents, puis de s'assurer qu'on va dans le sens de leurs besoins, puis qu'on est respectueux aussi de leur réalité quotidienne. Parce qu'on peut être rapide sur des propositions de choses à faire à la maison, puis un parent qui est suivi, par exemple, en réadaptation physique, en déficience motrice, peut être appelé à voir 3-4 intervenants. Puis à ce moment-là, ça devient comme un petit peu difficile pour le parent de gérer les priorités. Donc, tout le monde dans les équipes multidisciplinaires doivent être soucieux de pouvoir accompagner le parent au mieux pour qu'il devienne là, un agent là, multiplicateur à la maison, sans subir de surcharge ou d'avoir le sentiment d'être un thérapeute lui-même. Hein. On veut quand même faire en sorte que les parents conservent leur rôle de parent à travers tout ça. Parfait. Une autre question. Donc, on dit, mais bonjour, merci pour la présentation. Vous avez abordé en préambule que plusieurs des cliniciennes avaient préalablement reçu des formations ou avaient des connaissances sur l'ACF. Avez-vous des recommandations pour découvrir cette approche? Des recommandations pour découvrir. Bien, il y a quand même plusieurs choses qui sont disponibles là, quand on regarde les formations, que ce soit là, de façon plus générale ou dans les disciplines. C'est quand même assez répandu. Je ne saurais pas quoi répondre comme tel. Je n'ai pas une approche en particulier à avancer. Nous, dans l'équipe, dans le fond, on a fait appel à des conférenciers qui venaient d'un petit peu partout là, pour, dans le fond, répondre à ce besoin qu'on avait en tant qu'équipe de pouvoir adresser adéquatement là, les services là, à toute la famille et non pas juste aux enfants. Parfait. On nous demande quelle est la durée de la formation? La durée de l'atelier, parce que la formation, comme je disais tantôt, ben c'est les ateliers. Je dis les ateliers parce qu'avec un atelier initial, c'est pas suffisant. Les ateliers subséquents qui étaient faits également en groupe, puis dans le fond, l'effet de groupe est très important ici. Ça s'est fait beaucoup dans la collégialité, c'est-à-dire que après la phase initiale, qui est une présentation d'environ 1h30, je vous dirais, mais s'il y a beaucoup de questions de la part des cliniciennes, bien, ça peut prendre facilement 2 heures. Parce que là, je vous ai fait un survol hyper rapide de la théorie de Phoenix et des outils de mobilisation aussi. Mais dans le fond, on peut calculer facilement pour l'atelier initial 1h30, peut-être 2 heures. Mais les rencontres par la suite permettent justement d'accompagner les cliniciennes dans la mise en place d'une telle approche. Comme je disais tantôt, ça a l'air bien beau là, sur papier, une approche comme ça fait plein de sens. Puis oui, on peut adhérer là, à ces principes-là, mais dans l'action, c'est autre chose. Donc, les ateliers subséquents permettent pour ma part, d'accompagner les cliniciens face aux obstacles qui sont rencontrés. Puis, dans le fond, l'échange avec d'autres thérapeutes, quand ça se fait en groupe, ces ateliers-là, c'est que les facteurs qui sont facilitants pour certaines thérapeutes peuvent être justement nommés et partagés là, auprès du groupe. Donc, ça devient vraiment un échange d'idées pour faciliter la mise en place d'une telle approche. Donc, minimalement, c'est comme 2 rencontres d'atelier. Parfait. Je vais résumer. On a un commentaire, on fait une question. Je vais la résumer. Là. Donc, on a un usager qui demande, il y a un petit-fils de 16 ans atteint du chromosome 15, je pense qu'il se demande où se renseigner pour avoir des services. Ben, ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui. Donc, il pourrait toujours, s'il est de Laval, s'adresser là, au 811, là, les services là, pourront lui être, dans le fond, là, indiqués.
La présentation mise pas sur les services qu'on offre à JR, mais plutôt sur notre approche. Vous êtes très bien, merci. Alors, un autre commentaire. Dans un contexte où il faut toujours faire plus avec moins, il est très intéressant d'avoir un outil qui structure notre approche et qui nous amène à prendre le temps de comprendre avec le parent, ce qui facilite et limite la généralisation des acquis faits en thérapie dans le quotidien de la famille. Donc, je pense que c'est un bon commentaire pour votre présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, moi, j'en ai peut-être aussi une dernière. C'est plus technique, là. Vous avez passé beaucoup de résultats là, de différents questionnaires, mais quand il y a un des questionnaires, on a vu une baisse des résultats, là, le MBP FCS à l'échelle faisabilité pratique de l'implantation d'un service axé sur la famille. Comment vous expliquez cette baisse-là dans le résultat? Bon, alors, je l'ai mentionné à quelques reprises là, depuis que la théorie, c'est une chose, puis la mise en pratique, c'est autre chose. Donc, dans le fond, les cliniciennes qui avaient quand même une certaine maturité, comme vous avez pu voir, là, la moyenne d'années d'expérience en pédiatrie est de 10 ans et plus, là. Dans le fond, ont quand même bien intégrer les principes là, au niveau intellectuel, mais de pouvoir les mettre en application dans le quotidien, on se rend compte que ça peut être autre chose, puis surtout dû à des facteurs organisationnels. Hein. J'ai mentionné que plus ça va, plus les suivis sont de courte durée ou la fréquence est moindre aussi. Donc, ça peut avoir contribué là, à cette baisse de résultats, à cette sous-échelle. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'on était en temps de pandémie. Donc, on ne mettra pas tout sur le dos de la pandémie, mais ça a pu jouer là, sur la faisabilité là, de cette approche-là. Super. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires? J'en vois pas. Attendez, peut-être que oui. Non, moi, je vois rien. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez... Ah, j'en ai une. Le co-développement pourrait être une stratégie à explorer pour soutenir le développement continu des compétences des cliniciens en lien avec l'atelier ou la formation. Donc, félicitations à Lise Méran et à l'équipe. Donc, c'est des commentaires positifs que j'ai pour vous. Donc, encore donc, je travaille au CRDP de Blainville avec une équipe semblable à la vôtre et je trouve que cette approche est très pertinente. Merci beaucoup pour votre transfert de vos connaissances. C'est très inspirant. Alors, voilà. Donc, si vous avez pas d'autres questions, Mme Méran, si vous voulez ajouter quelque chose, je sais que les chercheurs de l'équipe sont aussi présents là, comme participants à la conférence. S'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, il nous reste 5-7 minutes là, environ. Alors, pour ma part, je suis très heureuse de constater qu'il y a des gens qui semblent adhérer là, à notre idée d'engagement des parents. Et je remercierai jamais assez tous les parents là, qui ont voulu participer à nos groupes focalisés, aux entrevues individuelles. Puis les parents partenaires ont été là, vraiment d'une aide très précieuse là, dans l'élaboration de notre projet. Si je peux inviter les cliniciens à faire de la recherche clinique qui est vraiment là, campée dans la réalité des cliniciens, là, ça donne quand même là, des idées vraiment très riches là, quant à la continuité là, de nos services. Ce sera mon legs pour la pédiatrie à Laval. C'est parfait. Un dernier commentaire qu'on partage, ce sont des pratiques à mettre en place dans la réorganisation. Je crois qu'il faut que ces informations soient présentées à toutes les équipes ayant à travailler en enfance. Donc, je pense que vous avez fait bonne impression avec votre projet, Mme Méran. Merci.